Yo 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 yo. Aujourd'hui, deuxième vidéo de cette série d'oraux avec XESPCI, caractérisation des homothéties. Alors vous avez vu la miniature de cette vidéo, vous avez vu f de x égale lambda x équivaut à f de x égale lambda x, et vous vous êtes dit, mais il se moque de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire ça. Ça veut dire que ici j'ai un quantificateur existentiel, un quantificateur universel, et je les ai intervertis euh, dans les deux propositions, et il y a équivalence. Alors d'abord le contexte, hein. F, une application linéaire, un endomorphisme même d'un espace vectoriel E, et je peux dire que je peux intervertir le quantificateur tout simplement. Et c'est assez surprenant parce que normalement on n'a pas le droit, mais là il se trouve que euh, on a le droit. Et d'abord, il faut un peu comprendre ce que ça veut dire, l'une proposition et l'autre. Et je me rappelle, j'avais abordé l'exercice une première fois, il y a 2 ans de ça, et j'avais eu beaucoup de mal à comprendre ce que voulait dire chaque proposition. Euh, et donc, on va essayer tout d'abord comprendre ce que ça veut dire chacune des propositions. D'abord, la plus simple à comprendre, selon moi, il existe lambda x tel que pour tout x dans E, f de x égale lambda x. Il faut se dire, bon, il existe un lambda, ok, lambda. Et ensuite, pour tout x appartenant à E, f de x égale lambda x, c'est exactement se dire, ok, ça c'est le mécanisme de f. Pour tout x appartenant à E, f de x égale lambda x, c'est la définition de f. Ok, c'est f, hop, à x associe lambda x. C'est exactement ce que ça veut dire, ok. Et le lambda, on l'a choisi avant, de telle sorte qu'on pourrait appeler f, f lambda. Lambda, il est lié à f, c'est-à-dire que on prend n'importe quel x, le mécanisme de f, ça va être le multiplié par lambda. Ok, donc f, c'est quoi? C'est une homothétie en fait. On a f qui est égal à lambda identité. C'est tout simplement ça. Et l'autre partie, par contre, un peu plus complexe à comprendre, c'est qu'en fait, la définition du mécanisme, elle va pas être là pour cette partie-là. Bah, elle est déjà là, en fait. La définition du mécanisme, c'est ça. C'est la proposition entière. C'est-à-dire que c'est à x, on va associer lambda x, certes, mais pour tout x, il va avoir un lambda. On va donc associer un lambda x x. Et le f, cette fois-ci, il n'est pas relié à un lambda, en fait. C'est-à-dire qu'on prend x, alors il existe un lambda dans K, tel que f de x égale lambda x. Mais ça ne veut pas dire que ça va être le même lambda d'un x à un autre. Si je prends un y, il existe un lambda différent, pas lambda x, lambda indice y, et j'aurai à ce moment-là f de y égale lambda petit y de y. J'aime bien indiquer la dépendance en x du lambda, comme ça on ne se trompe pas. Et sur cet exercice, ça va être assez important. Et donc, une fois qu'on a vu ça, on voit directement quel est le sens évident, en fait. Si j'appelle cette proposition la proposition 2, cette proposition la proposition 1, alors on voit immédiatement que 2 implique 1. Pourquoi? Car si je suppose ça, f égale lambda identité, et que je prends un x dans E, je dois trouver un lambda tel que f de x égale lambda. Bah, je l'ai trouvé. F de x égale lambda x. On a trouvé lambda. On a trouvé lambda x plutôt. Lambda x, bah, ça va être le lambda. On l'a déjà existant. F est une homothétie. Donc si je prends un x, je dois montrer que pour chaque x, il existe un lambda. Bah, je l'ai trouvé. Un autre moyen de voir ça, c'est de R dans R, tout simplement. Si j'écris la situation 1, d'abord la situation 2, on va dire, elle est beaucoup plus facile, hein. F est une homothétie, bah, c'est simplement les applications linéaires dans R. Hop, c'est une droite qui passe par l'origine. Là, on va dire que j'ai fait ouais, une belle droite de rapport 1 demi. Hop. Par contre, le 1, c'est à chaque x
il y a un lambda différent. Alors ça peut donner, mais tout et n'importe quoi. Alors ça peut donner, par exemple, si on est assez gentil, on se donne des intervalles. Ah bah tiens, allez, de 0 à 1, ça va faire x. De 1 à 2, je préfère que ça fasse 2x. 2x, ça part comme ça. Ça part comme ça, 2x. Hop. Ensuite, de 2 à 3, tiens, je vais prendre 1 demi de x. 1 demi de x, ça fait ça. Donc là, on voit déjà que ça fait du tout et n'importe quoi. Ça fait déjà un f qui est discontinu, quoi. Et même, on pourrait se dire, à chaque lambda x, donc là j'ai pris, à chaque lambda x, il est différent, à chaque x, il est différent. Mais par exemple, pour un x, pour 0,5 et pour 0,3, c'est le même lambda. Pour le coup, c'est 1 ici. Pour 1,5 et 1,3, c'est le même lambda, c'est 2. Et là, pour 2,2 et 2,7, c'est le même lambda, c'est 0,5. Mais on pourrait être encore plus méchant que ça et se dire, tiens, à chaque x, hop, je le multiplie, hop, lui, je multiplie par 5, lui, je multiplie par 1,5, lui, je multiplie par 7, lui, je multiplie par 1. Et ça pourrait donner une courbe complètement discontinue avec des valeurs différentes en chaque point et qu'on s'y retrouverait pas du tout. Et dans un espace vectoriel, donc ce qui est le cas de R, on a trouvé une condition ultra forte, c'est que ces choses-là, ces choses farfelues, elles ne peuvent pas exister. Ok, si on a ce truc-là et que f est linéaire, alors directement, va être dans ce cas-là. Et donc ça, je trouve ça assez remarquable. Et donc, vous voyez maintenant que si on suppose ça, qu'il existe un unique lambda pour tous, bah, je prends lui, le lambda, bah, ça va être quoi? Ça va être 1,5. Je prends lui, le lambda, ça va être quoi? Ça va être 1,5. Je prends lui, ça va être quoi? Ça va être 1,5. Donc vraiment, 2 vers 1 est évident. Et nous, on va nous attacher à montrer 1 vers 2. Alors fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire 1 vers 2? Ça veut dire qu'on suppose ça, et on va montrer qu'il existe lambda dans K tel que f de x égale lambda x. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir ce cas-là. C'est-à-dire qu'on va prendre f et on va dire, tiens, je vois un x, je trouve lambda. Je vois un x, je trouve lambda. Je vois un x, je trouve lambda. C'est-à-dire que chaque petit lambda x, si je prends un x et que je prends un y, à x j'ai un lambda x, pour y j'ai un lambda y, et ben je veux que ces deux lambda ils soient égaux. Fondamentalement c'est ça, c'est l'unicité du lambda. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va prendre x et y dans E. Alors, ce que je vais faire là, c'est un peu un raisonnement au brouillon, on pourrait dire, ou dans ma tête. Parce que cette implication, il y a une manière beaucoup plus rédactionnelle de la rédiger et beaucoup plus propre de le faire. Mais j'ai tenu à vous montrer ce qui vraiment m'est passé par la tête quand j'ai essayé de résoudre l'exercice. Et c'est sûr que quand on commence à faire la recherche au brouillon, bah, ça va pas être aussi propre qu'on pourrait le faire. Mais vraiment, grâce à ça, vous allez comprendre ma manière de procéder. Donc, soit x et y dans E. On écrit notre hypothèse. Donc, il existe un lambda x, donc celui qui est associé à x, et lambda y, celui associé à y, tel que f de x égale lambda x, x, et f de y égale lambda y, y. Et donc, nous, notre but, c'est quoi? C'est montrons que lambda x égale lambda y. Si on fait ça, on aura fini. C'est le principe d'unicité. On en prend deux différents, on montre que c'est le même, et on aura terminé. On aura trouvé l'existence de notre lambda, bah, ce sera tout simplement l'existence pour un seul des x, et bah, ce sera le même pour tous les autres. Donc c'est ce qu'on veut faire, et là, j'étais un peu dépaysé, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire en fait? J'ai écrit mes suppositions, mes hypothèses pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Et bah, l'hypothèse fondamentale de l'énoncé, elle est dans l'énoncé même, c'est f est un endomorphisme. Alors f est un endomorphisme, ça veut dire f linéaire et f va de E dans E. Alors, si f est écrite comme ça, c'est clair qu'elle va de E dans E. C'est-à-dire qu'on multiplie un truc de E par un scalaire, c'est forcément dans E, par définition d'un espace vectoriel. Donc l'hypothèse intéressante là, ça va être que f est linéaire.
Bon, j'ai un x, un y, f linéaire. Je connais bien ma définition. F de x plus y égale f de x plus f de y. Bon, on se dit on va utiliser ça. On sait que car f linéaire, f de x plus y égale f de x plus f de y. Bon, soit. Or, je connais f de x, je connais f de y. Allons-y, j'ai envie de dire. Mais en quelque sorte, je connais aussi f de x plus y. Bah oui, x plus y, c'est un réel comme un autre, un vecteur comme un autre. Donc il existe un lambda x plus y, tel que f de x plus y égale lambda x plus y de x plus y. Voilà. J'ai cette égalité-là, bah, je vais la réécrire. Ok. Donc lambda x plus y égale lambda x plus lambda y. Là, je me dis, tiens, j'ai du x, j'ai du y. Je vais tout regrouper et on va voir ce que ça va donner. Donc je regroupe mes x, je factorise, blablabla. Je regroupe mes y, je factorise, blablabla. Et j'aboutis à ça. Et là, j'avais fait mes calculs, du coup j'avais abouti à ça et je m'étais dit, mais qu'est-ce que je peux en déduire? Je vois quoi? Je vois que x et y sont liés. X et y sont sur la même droite vectorielle. Bah oui, x est lié par un rapport de Motesi par y. Bon. Est-ce que c'est vrai ça déjà, forcément? Déjà, il y a plusieurs cas. X peut être nul. Alors, à ce moment-là, soit ça, c'est nul. Si ça c'est nul, on a des égalités de lambda, bon. Soit y peut être nul, bon. On voit, donc là, il y a déjà ces cas-là. Mais déjà, si un des deux lambdas sont égaux, eh ben alors forcément, ça c'est nul. Donc soit ça c'est nul. Donc les vecteurs ne sont pas forcément liés. C'est pour ça qu'il va falloir faire des cas. Déjà, on voit que le cas x égale 0, en vrai, il n'est pas très important. Pourquoi? Parce que si on prend f de 0 ici, on sait que ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'une application linéaire, f de 0, ça fait tout le temps 0. Ça, on le sait. Et donc, il existe un lambda tel que f de x égale lambda x. Bah oui, f de 0 égale lambda fois 0. Mais on peut prendre n'importe quel lambda qu'on veut finalement. Donc ça, au final, une fois qu'on aura trouvé notre lambda qui convient, ça ne posera pas de problème. Donc pour l'instant, le cas x égale 0, on va l'exclure. Et on va prendre x et y non nul pour pas s'embêter avec ce cas-là. Bon, ok. Et donc là, ce qu'on se dit, c'est, bon, une fois qu'on a x et y non nul, on arrive à cette égalité-là. On se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit x et y sont liés. Ça, pour avoir cette condition, on veut que ça soit non nul et ça soit non nul. Ok? Parce que si l'un des deux est nul, hop, c'est mort. On aura égalité de lambda et du coup, ce sera pas lié. Soit, justement, un des lambda est égal à l'autre. À ce moment-là, ça veut dire que ça, c'est nul. Ça veut dire que l'autre lambda est égal à l'autre lambda. Et donc, on a montré l'égalité de lambda x et lambda y, ce qu'on veut. Et donc, on aura conclu. Donc, j'ai envie de dire, faisons... et donc, voilà. Je reprends. Donc, on a soit x et y qui sont liés, soit on aura l'égalité voulue. En gros c'est ça. Donc, j'ai envie de me dire, si pour tout x et y, j'arrive à x et y liés, je me dis, mais si x et y ne sont pas liés et que j'arrive à x et y sont liés, c'est qu'il y a une absurdité forcément. C'est qu'il y a une absurdité. Donc je me suis dit,
Putain, j'ai déjà traité un cas important du problème. C'est x et y ne sont pas liés, parce que s'ils ne sont pas liés, j'arrive à quoi? J'arrive à soit ils sont liés, c'est absurde, soit les lambdas sont déjà égaux. Donc j'ai résolu mon cas où x et y ne sont pas liés. Et donc l'idée de la présentation, de la rédaction maintenant, ça va être une disjonction de cas, x et y sont liés, K1, K2, x et y ne sont pas liés. Ça, c'est bien une disjonction de cas. Soit la proposition est vraie, soit la proposition est fausse. La proposition, c'est x et y sont liés. Et donc, on a déjà traité le cas, x et y ne sont pas liés. Je vais chercher une feuille. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la rédaction pour que ce soit un peu plus clair. On va revenir à ce calcul dès qu'on en aura besoin, parce que rien ne sert à refaire un calcul qu'on a déjà fait. Hein. Voilà. Donc, disjonction de cas. K1, x et y ne sont pas liés. En gros, x et y forment une famille libre, si on veut. C'est-à-dire que il n'existe pas de lambda tel que x égale lambda y, quoi. Et x et y forment une famille libre, c'est-à-dire que bon, s'il y a un lambda 1 x1 plus lambda 2 y égale 0, alors forcément les deux vont être nuls. Bon, voilà. Donc si on a x et y ne sont pas liés, rappelons-nous, après ces calculs-là, on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire calcul, on arrive à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit qu'ils sont liés, soit qu'il y a un des lambda qui est nul. Donc, déjà, il y a encore un autre cas. Hein? Donc, K, on va le mettre K petit i. Enfin, il y a pas mal de cas. Lambda x plus y égale lambda y. Alors, on obtient immédiatement, alors, égale 0. Donc, ça. Et donc, hypothèse ici, transitivité de l'égalité, lambda x égale lambda y. C'est ce qu'on veut. K2, lambda x plus y égale lambda y. C'est exactement la même chose, c'est symétrique. On arrive à lambda x égale lambda y. Et maintenant, K3, j'ai envie de dire, donc soit lambda x égale lambda y, soit ça, soit aucun des deux, soit les deux sont différents. Différent de lambda y. Ok. Alors, x et y sont liés. Sont liés. Parce que on peut diviser par l'un, parce qu'il est non nul. Voilà. Or, on sait que x et y ne sont pas liés par hypothèse. Ok? Donc, c'est absurde. On peut le voir en termes de famille libre aussi. Si je réécris ça, par exemple, comme ça, on a exactement l'égalité type famille libre. C'est-à-dire que la famille est libre, on sait que pour tout truc fois x plus truc fois y égale 0, c'est-à-dire que les deux sont nuls.
on a exactement la même configuration que là. On a ça fois x plus ça fois y. Alors, les deux sont nuls. Voilà. Ou alors, tout simplement, on obtient x et y liés alors qu'on a supposé qu'ils ne sont pas liés. Donc la supposition, entre guillemets, c'était une supposition par l'absurde, ce cas. Donc, on a bien ça égale ça. Hop, transitivité de l'égal. Donc, lambda x égale lambda y. Ok. Donc, on a d'abord bien traité notre disjonction de cas. Cas numéro 1 ici. Maintenant, cas numéro 2. X et y sont liés. Et à ne pas oublier, l'autre cas qu'on avait oublié, c'était, en gros, on avait pris x et y non nuls. Il va falloir juste traiter le cas x égale 0, mais ce sera vraiment pas dur. Donc si x et y sont liés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un scalaire, on ne va pas prendre lambda, hein, bien évidemment, un scalaire tel que y égale nu fois x, ok? Donc là, pareil, je ne me pose pas de questions, j'applique f, c'est la seule hypothèse que j'ai. Alors, f de y égale f de nu x. Bon, ça, ok. D'un côté, on a f de y. C'est quoi f de y? C'est lambda y, y. Ok. Et de l'autre côté, on a quoi? On a f qui est linéaire, très certainement. Donc, on écrit ça comme ça. Mais on connaît aussi f de x, c'est lambda x fois x. Mais on connaît aussi, en quelque sorte, y, d'après l'hypothèse. Y, c'est nu x. Donc, on a nu x égale nu lambda x fois x. Bon. Lié, c'est un scalaire, d'ailleurs, qui est non nul, hein, d'ailleurs. Il faut le préciser. Parce qu'il faut qu'il soit inversible. Donc, comme il est inversible, on peut le simplifier dans l'égalité. Donc, on a lambda yx égale lambda xx. Or, x est non nul. Ça fait partie de notre hypothèse de départ. Or, x différent de 0. Donc, on a bien le scalaire ici qui est nul. Donc, lambda y égale lambda x. Donc, en gros, ce qu'on a prouvé, si on fait un petit peu un schéma de R dans R, on a pris les x, les y non nuls. On a prouvé, en gros, on a prouvé ça. On a prouvé, hop, c'est toute la même pente pour les x et les y non nuls. Il nous manque juste le cas en x égale 0. Et ben on voit bien que ça n'a aucune importance, puisque tout simplement f de 0, dans tous les cas, il va être égal à 0. F de 0, on sait que c'est 0. Et 0, c'est égal à n'importe quel scalaire fois 0. Donc, c'est-à-dire qu'on prend n'importe quel scalaire et ce sera bon. On aura bien trouvé l'existence de notre scalaire unique qui est bien présent ici. C'est-à-dire qu'on prend un x, on relève sa pente, de lambda x. Alors, ça va être le même pour tous les autres y, par exemple. Ici, on aura un lambda y, il sera forcément un lambda x aussi, de pente. Pour tous voilà, imaginons un z là, hop, on sait que ça va être lambda x, pareil. Donc, on a bien trouvé notre lambda unique. Et pour 0, ben, on sait très bien que 0, c'est lambda fois 0. 0, ça fait 0, quoi. Donc, on peut bien appliquer la définition avec le lambda aussi pour le 0. Et donc, le lambda est bien le même pour n'importe quel vecteur de l'espace vectoriel E. Et donc, on a bien prouvé notre proposition qu'il existe un lambda, tel que pour tout x, f égale lambda x, f de x égale lambda x. Voilà, merci d'avoir regardé.